Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition du mois de novembre avec un nouvel habillage qui vous accompagnera désormais sur notre antenne. Voici les titres de votre journal. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement réunis à Glasgow pour la 26e conférence des Nations Unies sur le climat. Nous rejoindrons notre envoyé spécial qui suit l'événement pour Monaco Info, Alexandra Pani. Puis nous vous emmènerons dans les profondeurs des océans avec Pierre Frolla qui vient de publier Océan face à face. L'apnéiste sera avec nous ce soir pour nous présenter son dernier livre. Dans ce journal également, nous parlerons de la semaine sans accroc de la Roca Team. Les Monégasques ont largement dominé Paris hier en championnat. Paris, la nouvelle équipe d'un ancien joueur de Monaco, l'ancien capitaine de la Roca Team, Amarassi, reviendra sur ses souvenirs à Gaston Médecin. Il nous donnera également son avis sur le début de saison de la Roca Team en Euroleague. Puis à la fin de ce journal, José Sacré vous fera revivre les 2 représentations des ballets de Monte-Carlo à la salle Garnier. Je vous le disais en titre, la COP26 vient de s'ouvrir à Glasgow. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, doit y prendre la parole demain. L'occasion pour la principauté de réaffirmer ses engagements en matière de lutte contre le changement climatique. Alexandra Pani, vous êtes sur place pour Monaco Info. Quels sont les enjeux de cette conférence ? Après le G20, ce week-end, les regards sont effectivement tournés vers Glasgow en ce début de semaine avec l'ouverture de cette 26e conférence des parties. Les enjeux sont très importants. 6 ans après l'adoption de l'accord de Paris, les États doivent réaffirmer leurs engagements et revoir leur politique en matière de lutte contre le changement climatique. Quelques 30 000 experts, diplomates ou membres de la société civile sont attendus. Ces 2 semaines de conférence s'ouvrent avec le sommet des dirigeants mondiaux. 120 dirigeants ont confirmé leur présence, mais 2 grands absents se sont fait remarquer, Vladimir Poutine et Xi Jinping. Des annonces sont attendues. Le Premier ministre britannique Boris Johnson avait fixé la barre haute en septembre dernier à la tribune des Nations Unies à New York en termes d'ambition. L'objectif principal pour un succès de cette conférence, fixer la limite de la hausse des températures globales à 1,5 degré, préconisée par le GIEC, et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Les experts qui, dans leur dernier rapport, rappelaient l'urgence d'agir et la multiplication des catastrophes naturelles à travers le monde, à présent inévitable. Une autre mission de cette COP sera donc de trouver des solutions pour s'adapter à ces changements climatiques, puisqu'ils ne peuvent plus être évités. Et justement, Alexandra, pour sensibiliser le public à ces enjeux, de nombreux événements sont organisés en parallèle de cette COP26. Exemple ce soir avec la 3e édition de Because the Ocean. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, la réponse dans ce reportage réalisé avec Sylvain Péroumal. Il s'agit d'un plaidoyer pour l'océan, trop souvent oublié lors des discussions sur le climat. Les océans sont pourtant des poumons essentiels dans la lutte contre les changements climatiques. L'initiative Because the Ocean est née en 2015 lors de la COP21, une initiative souhaitée par le Prince Albert II et sa fondation. Cette 3e déclaration signée en ouverture de la COP26 de Glasgow souhaite ramener ce poumon bleu au cœur des discussions. L'océan est la salle des machines du système climatique mondial. Donc c'est très important de prêter attention au rôle de l'océan qui atténue l'impact du changement climatique, mais aussi sur l'impact que le changement climatique a sur l'océan lui-même, c'est-à-dire ça affecte les courants, la mer se réchauffe, l'acidification de l'océan qui change les caractéristiques chimiques de l'océan, et ça a des conséquences pour la vie marine. L'objectif de cette initiative est de prendre en compte l'interaction entre l'océan et les changements climatiques au sein des mécanismes de la Convention. Lors de cet événement, une dizaine de pays ont signé cette 3e déclaration. On parle toujours de l'enjeu de garder, l'enjeu de la déforestation, et trop peu souvent lié à ce débat-là, l'enjeu de la préservation de nos océans. Pourtant, c'est aussi un poumon dans nos écosystèmes, et donc il est temps qu'on se préoccupe à la hauteur de l'enjeu qu'est le changement climatique de manière générale. Depuis 6 ans, l'océan a progressivement gagné sa place dans les débats internationaux. Il doit à présent faire partie intégrante de la solution dans la lutte contre les changements climatiques. Rappelons que les mers et océans emmagasinent près de 30% des émissions de gaz à effet de serre et produisent la moitié de l'oxygène présent dans l'atmosphère.
Et nous reviendrons bien entendu sur ce dossier environnemental dans nos prochaines éditions. Lui aussi est un fervent défenseur de notre planète et tout particulièrement du monde marin. Pierre Frolla vient de publier un nouvel ouvrage. Dans Océan face à face, l'apnéiste et le photographe Greg Lecœur nous offrent une plongée au cœur de l'océan. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Pierre Frolla. Bonsoir Émilie Rousseau. C'est un véritable voyage sous-marin que vous nous proposez à la découverte de la beauté des paysages et de sa riche biodiversité. La nature nous réserve des moments magiques, surtout dans des moments très difficiles, puisque ça a été en pleine période Covid. Donc on était parti sur l'idée de faire un projet sur 1 an. Ça a duré près de 2 ans. On avait prévu énormément de destinations, on n'a pas pu toutes les faire, c'était très compliqué. Ça a donné beaucoup de valeur et beaucoup de saveur à ce projet. Et on est déjà d'une part très content d'avoir réussi à le faire et d'autre part de pouvoir avoir sorti quelque chose de vraiment magnifique. Alors au fur et à mesure de la lecture de cet ouvrage, on découvre que vous avez côtoyé au plus près des espèces qui pour la plupart sont mal connues de l'homme. Alors oui, l'objectif c'était de changer de mode de communication. Ça fait presque 20 ans que j'essaie de sensibiliser les gens à la protection de l'environnement et je suis passé un peu par toutes les phases. Des discours, des conférences, des livres écrits, des émissions de télé, des documentaires. Et on voulait faire quelque chose de beaucoup plus proche du sujet premier. Et le sujet premier finalement c'est la beauté des océans, la beauté des animaux qui peuplent les océans. Et on a voulu avec Greg Lecœur faire quelque chose tout simplement de joli. On est parti du simple principe qu'à partir du moment où les gens sont touchés par le beau, ils auront d'eux-mêmes envie de protéger. Et Pierre Frolla, comment on arrive à partager, à créer ce face-à-face avec l'animal ? Eh bien en fait il faut faire preuve d'humilité. On se présente à l'animal qui est dans son milieu, c'est pas nous qui allons vers lui. Nous, on se glisse dans son monde, dans son environnement, on se glisse dans l'océan, on les repère d'abord. Alors soit on sait qu'ils sont là, soit on les repère de la surface, notamment avec les baleines. On se glisse dans l'eau et petit à petit, les animaux vont nous accepter notre présence et se rapprocher de nous. Donc en fait, c'est pas l'homme qui va au contact des animaux, c'est les animaux qui viennent au contact de l'homme. Et quelle rencontre vous a le plus marqué ? Je m'attendais à cette question, je ne sais pas y répondre. C'est très compliqué parce que chaque étape a été particulière. Il y a eu sur toutes ces années des rencontres vraiment hallucinantes. Je dirais les crocodiles à Cuba parce que c'est un animal emblématique. Je dirais certains requins comme les grands requins blancs au Mexique qui ont été particulièrement sympas entre guillemets et pas trop intrusifs. Mais je pense que le meilleur de toutes le plus beau souvenir, c'est vraiment la Polynésie avec les baleines et notamment un baleineau qui a été d'une curiosité et d'une sympathie sans commune mesure. Alors il faut le préciser, c'est un ouvrage que vous avez coécrit avec Greg Lecœur. Il faut saluer la qualité de ces photos qui mettent en valeur le message que vous souhaitez transmettre ensemble. Alors je dirais qu'il faut d'abord et avant tout saluer le travail de Greg Lecœur parce que c'est un livre photo. Et si les gens sont séduits par ce livre, ils sont séduits d'abord et avant tout non pas par la rencontre de l'apnéiste avec l'animal, mais de ce qui est mis en image. Et donc c'est la photo. Les photos sont vraiment particulières. Greg Lecœur a une façon de faire la photo, une façon de penser la photo, une façon de la faire vivre qui est très très particulière. D'ailleurs, on a souvent l'habitude de dire de Greg qu'il ne fait pas des photos mais des images. Et ça a tout son sens. C'est quelque chose qui parle. Si j'ai demandé à Greg, si j'ai proposé à Greg plutôt de vivre cette aventure avec moi, c'est parce que je voulais quelque chose de beau, de profond et de sincère. Et il y a peu de photographes qui sont capables de faire ce travail. Eh bien, merci Pierre Frolla d'avoir été avec nous ce soir pour nous présenter votre dernier livre, Océan face à face. Merci. Merci à vous, Émilie. Au revoir. Le reste de l'actualité en principauté, c'est avec vous, Julia Vial. Bonsoir Julia. On débute avec le forum de la coopération financière des cellules de renseignement financier francophone qui se tient à partir de mercredi à Monaco. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Organisé par le service d'information et de contrôle sur les circuits financiers au One Monte Carlo, ce forum abordera de nombreuses thématiques autour de la criminalité financière, qu'elle concerne les paradis fiscaux, le financement du terrorisme ou encore la criminalité financière dans les compétitions sportives. Le prince Albert II se rendra même sur place ce jeudi 4 novembre et à cette occasion, Michel Huneau, le directeur du service d'information et de contrôle des circuits financiers, sera présent dans ce journal demain soir à vos côtés, Émilie.
Oui, il pourra nous éclairer à ce sujet. Ce lundi marque le début d'un nouveau mois. C'est également aujourd'hui qu'il y a eu un léger changement sur la place du Palais Princier, Julia. Ce lundi 1er novembre, et comme chaque année, les carabiniers opèrent un changement de tenue. Depuis mai dernier, elle était blanche immaculée, synonyme de saison estivale. Elle sera dès aujourd'hui noire, et ce, pour tout l'hiver. Un changement de couleur qui est devenu tout en symbole, mais sous la pluie cette fois-ci, malheureusement. Preuve que l'hiver est bel et bien là. La compagnie des carabiniers du Prince a vu le jour, je vous le rappelle, en 1817 et assure la protection du palais. Honneur, fidélité et dévouement, c'est la devise de ces protecteurs de la principauté. Et enfin, Julia, vous teniez à nous parler de cet appel à la solidarité de l'association monégasque Semeurs d'Espoir. Tout à fait, Émilie, une collecte alimentaire qui se tiendra au carrefour de Monaco les 4, 5 et 6 novembre. Elle aura lieu de 8h30 à 19h et a pour but de récupérer des produits de consommation courante, c'est-à-dire de la nourriture, des vêtements ou encore des produits d'hygiène pour venir en aide aux familles les plus démunies. L'association monégasque Les Semeurs d'Espoir compte sur votre générosité pour soutenir les personnes les plus vulnérables avec l'hiver qui arrive. Merci Julia. Un mot de sport à présent et du basket. La Roca Team a clôturé hier soir une fabuleuse semaine à la salle Gaston Médecin. Les Monégasques ont fait le travail pour dominer assez facilement le Paris Basket 100-75 en Betclic Elite. Frédéric Elion vous en dit plus sur des images d'Olivier Bonello. 3 matchs, 3 victoires. La Roca Team a offert une semaine de rêve à ses supporters à Gaston Médecin. Après avoir épinglé l'Étoile Rouge de Belgrade et le CSK à Moscou à leur tableau de chasse, les Monégasques ont dominé avec sérieux le Paris Basket dimanche soir, la lanterne rouge du championnat. La jeune garde parisienne se montre d'entrée. Joanne Bégarin, draftée en 45e position par Boston cet été, inscrit 10 points dans le premier quart-temps. Monaco entame ce match en mode diesel et commence à accélérer avec Alpha Diallo qui impose sa puissance près du cercle et Rob Gray dans son exercice de prédilection avec 2 tirs à 3 points consécutifs, 23-22 pour la Roca Team à la fin du premier quart-temps. Dans le sillage d'un bon Paris Lee qui inscrit 9 points en 4 minutes 30, Monaco se détache rapidement. L'ASM défend plus dur, Falfay se régale au dunk en transition. Kylo Quinn se démène avec 15 points, 5 rebonds, mais à la pause, Paris qui tire à 1 sur 13 à 3 points, et derrière de 15 points, 51-36. En deuxième mi-temps, Monaco va ensuite s'envoler grâce à un 18-5 en 6 minutes, puis contrôler le match. Coach Mitrovic fait tourner et offre beaucoup de temps de jeu à la jeune garde monégasque. Rudy de Maïs se signale avec un record en carrière, 12 points en 25 minutes. La barre des 100 points est franchie grâce à Armel Traoré, 7 points en 13 minutes, score final 100-75. Oui, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était bien. Enfin, je savais que j'allais avoir plus de temps aujourd'hui. Donc je voulais montrer au coach que il pouvait me faire confiance. Ce qui a été le cas, et il m'a fait confiance et je le remercie pour ça aussi. Parce qu'on te connaissait, il t'utilisait souvent pour tes qualités défensives, notamment le 5 en finale à Kazan. Puis là, tu as montré toute ta palette avec aussi l'aspect offensif que tu travailles beaucoup. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé sur ça cet été aussi. Et continuer toujours en défense parce que c'est sur ça qu'il va m'attendre d'abord. Puis ensuite en attaque, organiser d'abord et puis voilà. Prochain match pour la Roca Team en championnat, un déplacement à Bourg-en-Bresse dimanche. Et cette rencontre marquait le retour d'un ancien de la Maison Rouge et Blanche. Amarassi a été honoré juste avant le début de cette rencontre. Il joue désormais pour le Paris Basket. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, l'ancien capitaine de la Roca Team a reçu un vibrant hommage de la part du club de la Principauté. Il nous attend justement à la salle Gaston Médecin. Bonsoir Amara. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà, qu'est-ce que cela vous fait d'être de retour ici à la salle Gaston Médecin, une salle que vous avez fait tant vibrer? C'est un grand plaisir de revenir ici. Ça a un petit peu changé, mais en tout cas, d'ores et déjà, je sens les ondes positives et j'ai les souvenirs qui reviennent en mémoire parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses ici. Et justement, quels sont les meilleurs souvenirs que vous gardez de votre 4 belles saisons ici à Monaco? Il y en a plein. Il y en a plein. Forcément, la première saison, celle où personne ne nous attendait vraiment et on a réussi à réaliser de très beaux exploits.
D'ailleurs, on est toujours resté en contact avec les joueurs qui composaient cette équipe parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui s'est passé à cette époque-là. C'était une saison magique. On le sait, vous êtes 100% parisien. Ouais. Mais quelle place Monaco a dans votre cœur? Monaco a pris une énorme place dans mon cœur. Hein. Tous ceux qui me suivent et qui suivent le basket français en général savent que, bon, forcément, l'Asvel est mon club formateur, mon club de cœur. Mais en tout cas, là, il y a concurrence maintenant avec Monaco parce que j'ai passé 4 années exceptionnelles ici. Pour le coup, là, moi, c'est sûr que Monaco a une place plus qu'importante dans nos cœurs. Vous nous l'avez dit, vous suivez les matchs de la Roca Team. Quel regard portez-vous sur cette équipe? Celle de l'année dernière, vous l'avez qualifiée de super attractive. Et cette année alors? On va dire super attractive. Là, je crois qu'on a quand même... on est passé dans une autre dimension. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Avec des joueurs de renommée internationale, avec des CV... plus qu'impressionnants, qui vont évoluer dans notre championnat. Donc ça aussi, c'est une belle vitrine, une belle exposition pour notre championnat. Et puis, pour l'instant, ils répondent présents, ils répondent aux attentes. On leur souhaite le meilleur, on espère qu'ils vont nous faire rêver, surtout en Euroleague. Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur le début de saison de la Roca Team en Euroleague? Il est à la hauteur de leurs ambitions. On sait que le top 8 est primordial pour cette équipe de Monaco. Puis, je dois dire que c'est très très bien parti, parce qu'ils affichent un bilan très positif. Il y a eu quelques défaites ces derniers temps, mais c'était face quand même à des cadors et des habitués de cette compétition. Donc pour une première participation, c'est plus que prometteur. C'est un rookie surprenant. Exactement, un rookie très surprenant, mais bon. Avec la Roca Team, on commence à avoir l'habitude. Ça peut être surprenant pour les gens qui ne suivent pas la Roca Team, mais pour ceux qui la connaissent et qui la supportent depuis tant d'années, c'est juste la suite logique. Quel regard portez-vous sur le capitanat de Léo Westermann, qui donc a repris, comme on dit communément, le brassard? Le brassard. Écoutez, je pense que c'est un bon choix. Parce que Léo, au vu de sa carrière et de sa réputation, on va dire que c'est un choix logique. Je me doutais que ça allait être lui. Donc, à l'annonce, je n'étais pas surpris. Je pense que c'est un très bon choix. Une dernière question, Amara. Vous ne les faites pas, vous avez 40 ans. Exact. 22e saison en tant que joueur pro. Ouais. Qui arrêtera Amara Sy un jour? Je pense que c'est moi-même. Hein. Je pense que c'est moi-même. Après, c'est vrai que 22 ans, ça peut paraître très impressionnant, mais moi, j'ai pas l'impression que ça fait 22 ans que je joue au basket. Peut-être que c'est la passion et l'amour du jeu qui fait que je vois pas le temps passer. En tout cas, moi, aujourd'hui, je prends toujours autant de plaisir, autant que lors de mes débuts. Donc ça, c'est un problème parce qu'à un moment donné, il va falloir quand même arrêter. Mais c'est prévu que j'arrête très prochainement. Vous nous laissez encore le plaisir de vous voir encore sur le parquet. En tout cas, pas à Gaston Médecin, malheureusement. Et nous, on a envie de vous garder ici, du coup. Merci beaucoup, Merci Amiral, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. C'était un plaisir, c'était un grand plaisir. Merci. De retour dans les studios de Monaco Info pour vous parler football. Julia, l'AS Monaco s'est incliné à Brest hier, match comptant pour la 12e journée de Ligue 1. Déplacement compliqué pour les Monégasques ce dimanche à Brest. Les Rouges et Blancs se sont inclinés 2-0 au stade Francis Leblay. Après des buts de Steve Mounier à la 18e et de Franck Honora à la 79e, les Brestois regroupés en bloc bas n'ont laissé aucun espace aux hommes de Niko Kovac. Un revers frustrant et une rencontre à vite oublier, Émilie. En effet, un match très important attend l'AS Monaco contre le PSV en Ligue Europa. Il faut donc vite se remettre au travail. Oui, match qui aura lieu jeudi au Stade Louis II. Le champion de handiski, Johan Taberlé, était à Monaco dernièrement où il a retrouvé son formateur Jacques Pastor.
Johan Taberlé possède plusieurs titres de champion du monde, de France et d'Europe. Après une carrière exceptionnelle en handi-ski, il est désormais diplômé en tant que délégué technique de la Fédération internationale de ski. Il est d'ailleurs, Émilie, la première personne au monde en situation de handicap à obtenir ce diplôme. À ce titre, il est pressenti pour officier aux Jeux paralympiques de Chine. Et il était ce week-end à Monaco pour retrouver Jacques Pastor, le directeur technique de la Fédération monégasque de ski, qui est d'ailleurs son formateur de la première heure. La question va commencer à se poser à 2 mois de la Saint-Sylvestre. Que ferez-vous le soir du Nouvel An? Eh bien Julia, vous avez déjà une idée à proposer à nos téléspectateurs pour leur soirée du 31 décembre. Un dîner-spectacle avec en concert exceptionnel, probablement la famille la plus reconnaissable de l'industrie musicale. Il s'agit de The Jacksons. Ils célébreront bientôt leur 55e anniversaire. Souvenez-vous, les 5 frères Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et Michael sont d'abord connus sous le nom de Jackson 5 et deviennent célèbres grâce à un talent musical inouï et des chorégraphies spectaculaires. Ils servent également d'immenses tremplins à la carrière solo du roi de la pop défunt Michael Jackson. The Jacksons comptent ainsi à eux seuls plus de 200 millions de disques vendus à travers le monde. Nul doute que le public se réjouira de leur retour sur la scène de la Salle des Étoiles, où ils se produiront donc le 31 décembre prochain à l'occasion du passage à la nouvelle année. Le rendez-vous est noté, merci Julia. Eux aussi seront sur scène le 31 décembre où ils présenteront Casse-Noisette avec la participation de l'Orchestre Philharmonique. Les ballets de Monte-Carlo poursuivent leur saison hivernale. Les danseurs de Jean-Christophe Maillot proposaient 2 représentations à la Salle Garnier. C'est notre Focus Info du jour, il est proposé ce soir par José Sacré. À la Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo, la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo a présenté les 29, 30 et 31 octobre 2 ballets. In Memoriam de Sidi Larbi Cherkaoui, musique de Affiletta, et une création de Jean-Christophe Maillot, Back on Track 61, un ballet inspiré par le temps qui passe et la sublime musique de Ravel. C'est le moteur essentiel, c'est ce concerto en sol de Ravel que je rêvais de faire depuis plus de 40 ans, qui m'a été initié par mon père avec mon frère qui nous faisait découvrir la musique au travers de ce concerto. Il nous asseyait dans le salon, je me rappelle, on avait 10-11 ans, et il nous obligeait à l'écouter et il nous apprenait à réaliser à quel point la richesse de l'écriture de Ravel était exceptionnelle, à quel point la coloration de l'orchestration était absolument exceptionnelle, et donc nous faisait découvrir toutes les strates différentes qu'il y a dans cette musique, et c'est devenu quelque chose d'obsessionnel pour moi depuis très longtemps. Je me suis toujours dit un jour je ferai ce concerto en sol. Avec la danse, cette chorégraphe ou être danseur, c'est qu'on voit un peu plus vite que les autres le temps qui passe, parce que le corps vous rappelle qu'il ne peut plus tout à fait faire ce qu'il faisait avant. Donc il y a quelque chose d'assez obsessionnel, c'est vrai, et d'assez terrifiant. Parce que la peur de ne plus avancer, c'est en fait la peur de ne plus se mouvoir. Et moi, le jour où je ne peux plus me déplacer, où je ne peux plus bouger, où je ne peux plus danser, je suis de fait mort déjà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose contre lequel je me bats. Mais c'est aussi pour ça que je continue à travailler avec tous ces danseurs qui ont toujours 20 ans. Donc d'une certaine manière, l'énergie et ce qu'ils me renvoient comme image, c'est le fait que je suis immortel avec eux. Back on Track 61 a été créé par Jean-Christophe Maillot d'abord autour d'un pas de 2 pour Bernie Skopiters, danseuse étoile de la compagnie durant 30 ans, et Azir Uriah-Gereka, danseur principal pendant plus de 20 ans, tous deux ayant arrêté de danser en 2014 pour devenir maître de ballet de la compagnie. C'est un hommage réel à la fois aux danseurs. Je pense que c'est vraiment un hommage aux danseurs, à cette capacité que le danseur a d'être à la fois l'instrument et la partition, de révéler, à mon avis, de manière assez claire, la partition musicale au travers de l'écriture chorégraphique. Et puis, un double hommage aux danseurs, puisque bien sûr, il y a tous les danseurs de cette compagnie que j'adore, et puis Bernice et Azier qui me ramènent à cette, un peu à l'enfance, j'ai envie de dire. Je retrouve avec eux ce que j'ai toujours connu. Il y a quelque chose de rassurant.
Il y a quelque chose de paisible aussi, parce que cette énergie propre aux danseurs de 20 ans qui sont sans limite au niveau de leur force, de leur volonté, de leur énergie, il y a aussi quelque chose d'admirable dans ces danseurs plus âgés qui ont cette paix d'une certaine manière à l'intérieur, où juste un geste peut valoir beaucoup d'autres gestes. Et finalement, de les confronter les uns aux autres, il y a cette idée de la transmission, cette idée du respect de l'un pour l'autre, et pour moi, le plaisir de l'écriture et de la chorégraphie. Petit à petit, ça s'est bien passé, les choses se mettent en place. Et en fait, voilà, aujourd'hui, on se trouve ici et c'est comme un rêve, en fait. On est un peu comme dans un rêve. Moi, je suis dans un rêve. Oui, comme si l'aventure recommençait. L'aventure recommence. Bien sûr, on a des autres expériences de l'extérieur qui comptent aussi. Mais on est un peu, je pense vraiment avoir la chance d'être là aujourd'hui, comme je suis, avoir la chance de retourner sur scène avec un ballet de Jean-Christophe, que j'adore son travail. Donc c'est vraiment un petit cadeau du ciel. Oui, moi au début je pensais qu'on allait un peu se balader, que ça allait être plutôt comme une présence sur scène. Et puis il ne peut pas se l'empêcher, mais bon, je ne suis pas surpris parce que je le connais tellement bien, on a tellement travaillé ensemble et ça a été toujours ça un peu le jeu entre nous dans chaque création qu'on a fait ensemble, qu'il me poussait au bout, quoi. Il essaye toujours de me pousser plus loin que je peux aller et moi je lui ai toujours fait aveuglement confiance et ça a été immédiatement, on a été dans ces cas de figure-là, à nouveau, même en sachant que, évidemment, mon corps ne répond pas de la même manière. Donc, j'étais un peu plus lente pour répondre à ces demandes. Mais quand même, il y a cette chose en moi qui fait que quand je sens qu'il veut me pousser quelque part et je ne peux pas m'en empêcher de le suivre, quoi, d'essayer de le surprendre à nouveau et être à nouveau comme on était avant. Donc, on a beaucoup ri. Parce qu'il y a eu quand même des drôles de situations un peu comiques par moments. Mais c'est vrai que oui, je pense qu'on a été un peu plus loin que ce qui était prévu au départ. Bernice, après cette parenthèse enchantée, quels sont vos souhaits ? Si ça devient un full-time job, je ne peux pas faire ça. Je dois continuer aussi ma vie, je dois continuer à faire travailler les danseurs. Et je ne sais pas si c'est une option. Voilà, moi je suis déjà tellement heureux de vivre ça, aujourd'hui, demain, après-demain. On verra. Et prochain grand rendez-vous pour les ballets de Monte-Carlo les 13 et 14 novembre prochains à Dubaï, nous y serons. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Le beau temps n'était pas au rendez-vous aujourd'hui, Julia. Est-ce qu'il y aura du mieux demain ? Du beaucoup mieux, je dirais même, avec le retour du soleil dans toute la principauté. Après plusieurs jours de grisaille, demain sera une belle parenthèse ensoleillée pour tout le monde, avec des températures comprises entre 12 et 20 degrés. Mais si le beau temps revient, attention, il y aura tout de même du vent ce mardi 2 novembre, une date lors de laquelle nous fêtons la Saint-Victorin. Merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris les jours fériés. Nous en parlions tout à l'heure, l'arrivée de novembre a annoncé le changement de tenue des carabiniers du Prince qui sont passés aux couleurs de l'hiver. Illustration ce soir avec les photos de Stéphane Dana. À demain pour une nouvelle édition et très belle soirée à tous sur Monaco Info.